Vous m'entendez bien? Alors avant que je vous parle de ce que j'ai fait dans ma thèse, je vais donner un petit contexte historique. Et pour faire ça, je parle d'un théorème qui est peut-être pas si connu que ça, le théorème de Feigin, c'est quelque chose qui date des années 70. Et en gros, ça parle de deux choses. C'est pour ça que je vais séparer l'écran en deux parties. Et Feigin, c'est un logicien, il travaillait avec une logique qu'on appelle la logique existentielle du second ordre. Alors pour nous, pour faire simple, on va dire que c'est juste un langage formel qui va nous permettre de décrire des propriétés de graphes. Donc disons par exemple que sur ce graphe-là, ce qu'on veut décrire, c'est que le graphe contient un chemin hamiltonien. Donc qu'on arrive à suivre les flèches de notre graphe de manière à visiter tous les sommets exactement une fois. En logique existentielle du second ordre, pour dire ça, ce qu'on va faire, c'est on dit qu'il existe une relation R, ça va être une relation binaire, et il faut qu'elle satisfaise deux conditions. Déjà, il faut qu'elle nous représente un ordre total sur les sommets, et deuxièmement, il faut que cet ordre soit de manière à ce que quand on prend deux successeurs dans l'ordre, ce sont deux sommets qui sont connectés par une arête. Et ensemble, c'est assez facile à voir que ça nous donne exactement une manière d'énumérer les sommets suivant un chemin hamiltonien. Alors Feigin, quand il travaillait sur ça, au même moment, il y avait un autre sujet qui apparaissait, c'était la classe de complexité NP. Et il s'est rendu compte qu'il y avait quand même une drôle d'analogie entre les deux choses. Alors déjà, évidemment, le graphe, on peut toujours l'encoder, et ça nous donne une représentation sous forme binaire. Et bien, sur la représentation binaire, on va lancer une machine de Turing. Et vu qu'on s'intéresse à la classe de complexité NP, la machine de Turing, elle va avoir le droit à des choix non déterministes, et en plus à du temps de calcul polynomial, en la taille de notre encodage. Là, ça tombe bien, parce que le non-déterminisme, on peut s'en servir pour deviner une relation. On la recevra gratuitement. Et après, le temps polynomial qu'on a à notre disposition, on va pouvoir l'utiliser pour vérifier des propriétés relativement basiques, qu'ici j'ai écrit en anglais, mais qui formellement seraient écrites en logique du premier ordre. Donc tout ça pour dire que, quelle que soit la formule de ce type qu'on prenne, c'est très facile de la traduire en une machine de Turing non déterministe qui vérifie que la formule est satisfaite. Maintenant, le théorème de Feigin, ça va au-delà de ça. Ça dit qu'en fait, on peut aussi aller dans l'autre direction. En fait, les deux mécanismes ici sont équivalents. Ça, c'est un peu plus technique, ça ne se voit pas tout de suite. Mais en gros, on peut prendre n'importe quelle machine de Turing de la classe NP et encoder son comportement dans une formule logique du type existentiel du second ordre. Et ça, c'est quand même vraiment sympa, parce que ça nous donne une caractérisation de NP qui n'utilise pas du tout la notion de machine. C'est juste en utilisant des formules logiques. Et surtout à l'époque, quand c'était un sujet nouveau, ça permettait aussi de justifier d'une certaine manière que NP, c'est un objet naturel à étudier. Voilà. Maintenant, si j'enlève les détails de cette slide, et je garde juste l'image, en fait, c'est une illustration d'un concept plus général, enfin d'un domaine plus général qu'on appelle la théorie de la complexité descriptive. Donc, de manière plus générale, ce qu'on fait, on regarde un type de formalisme logique et on essaie de trouver une équivalence avec une forme de machine abstraite. Donc là, c'était une machine de Turing, ça peut être un autre type de machine de Turing pour une autre classe de complexité, mais ça peut aussi être, par exemple, un automate fini. Donc juste quelque chose
d'algorithmique. Et pour le reformuler différemment, à gauche, on regarde des classes de formules, et à droite, ce sont des classes d'algorithmes. Voilà, donc ça c'était un peu le contexte historique. Et maintenant, ce qui m'a intéressé moi dans ma thèse, c'était de garder un peu cet état d'esprit, mais de le transférer vers le calcul distribué. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais essayer de le faire avec une image similaire. Et cette image, à nouveau, donc elle est coupée en deux parties. Et en fait, la partie de gauche, c'est exactement la même qu'avant. Donc on regarde encore un formalisme logique qui nous sert à décrire des propriétés d'un graphe. Maintenant, à droite, on veut que ce soit équivalent à quelque chose, mais pas à une seule machine. Vu que c'est distribué, on va avoir plusieurs machines. Donc une équivalence avec plusieurs machines qui communiquent. Combien de machines et comment est-ce que ces machines vont communiquer? La solution qui m'a intéressé dans le cadre de ma thèse, c'était de dire que bon, le graphe qu'on nous donne, en fait, on pourrait le voir comme un réseau informatique. Donc on peut dire que chaque sommet de notre graphe d'entrée correspond à un processeur. Et si deux processeurs sont reliés par une arête orientée, on va pouvoir envoyer des messages le long des flèches. Et ces petites boîtes noires, c'est ça que je vais appeler des algorithmes distribués. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on définit une fois pour toutes la boîte noire, et après on nous donne un graphe quelconque, et on va juste placer une copie de la même boîte sur chacun des sommets. Voilà, donc ça c'est en gros l'image qui illustre le genre de questions que j'ai regardé durant ma thèse. Et apparemment c'est une idée qui, même si elle paraît relativement naturelle, je vous dirais, est très nouvelle. À ma connaissance, la première fois que ça a été fait, c'était en 2012. Du moins sous cette forme-là. Et j'appelle ça le théorème de Helsinki-Tampere, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'auteurs, et je ne voulais pas tous les énumérer dans le nom du théorème. Il y en a 8, donc il y a ici les noms des auteurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du côté gauche ce qu'on appelle la logique modale. Alors, pour illustrer un peu ce que c'est, je vais rajouter des couleurs sur certains des sommets du graphe. Donc, certains vont être rouges. Et là, je vous donne un exemple d'une formule. Alors, si vous ne connaissez pas la syntaxe, évidemment, vous n'allez pas comprendre. Je vais juste le traduire en anglais. Et donc, une telle formule, elle va être évaluée du point de vue d'un sommet. Et ce qu'elle dit ici, dans cet exemple, c'est que le sommet, il a un sommet voisin entrant, dont tous les voisins entrants ont la même couleur. Donc par exemple, celui-là va satisfaire la formule, parce que son voisin entrant rouge a tous les voisins entrants de la même couleur, c'est-à-dire blanc. Alors qu'est-ce qu'ils ont montré dans ce théorème? Que cette notion logique, on peut aussi la caractériser avec ce que moi je vais appeler des automates distribués locaux. Qu'est-ce que c'est? En gros, la boîte noire, ça va être une machine à état fini. Plus précisément, ce qui se passe, c'est que chacun de ces sommets va avoir son propre état. Il va recevoir en entrée un ensemble d'états qui correspond à l'ensemble des états de ses voisins entrants. Et après, de manière déterministe, il va calculer son prochain état. Donc c'est un peu comme un automate cellulaire, mais sur des graphes. Et tout ça, ça va se passer de manière synchrone. C'est-à-dire qu'on a un certain... Ça se passe en tours, et à chaque tour, chacun des sommets va appliquer cette fonction de transition, et après on passe au tour suivant. Et j'appelle ça local, parce que, en fait, le nombre de tours, il va être constant. Donc, quel que soit le graphe, on aura toujours le même nombre de tours de communication.
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils ont prouvé. C'est une notion de calcul distribué relativement simple encore, parce que ça se base sur des machines à état fini. Mais c'est un premier pas dans cette direction de faire quelque chose comme le théorème de Feigin, mais dans le distribué. Alors qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai étendu ça. Et je vais vous montrer ça sur la slide prochaine. Alors je parle des deux contributions principales de ma thèse. La première, elle part d'une logique qu'on appelle MSO, ou logique monadique du second ordre. Voici un exemple. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est exactement. J'imagine que beaucoup connaissent, mais si vous ne connaissez pas, je dis juste que c'est une logique qui est déjà très expressive, qui permet de décrire pas mal de propriétés de graphes, comme qu'un graphe est planaire, par exemple. Et donc qui est beaucoup plus puissante que celle du slide précédent. Alors comment est-ce qu'on peut caractériser ça? L'idée c'était de partir sur ce modèle d'automates distribués. C'est toujours ces automates locaux, mais il faut rajouter quelque chose pour augmenter la puissance, évidemment. Voilà. Donc la boîte noire est en principe toujours une machine à état fini qui communique avec des ensembles d'états qu'on reçoit en entrée. Mais maintenant on rajoute un ingrédient qu'on appelle l'alternation, qui en gros a une manière d'alterner entre du non-déterminisme et la possibilité de faire des calculs en parallèle. Et en plus de ça, on ajoute encore un autre ingrédient, une sorte d'acceptance globale. En gros, l'idée c'est que dans le théorème de Heiziki-Tempere, chacun décidait localement si le graphe était bon ou pas. Et ici, on a une sorte de Dieu qui va regarder sur le graphe, qui va regarder ce que chacune des machines fait, et après va décider globalement si le graphe est bon ou pas. Alors d'une certaine manière, ça c'est triché, parce que ce sont deux ingrédients qui sont sympas du point de vue théorique, mais en pratique, on ne voit pas trop à quoi ça correspond. Enfin, on ne voit pas comment on implémenterait un algorithme avec ces ingrédients. Et c'est pour ça qu'après, dans le deuxième résultat, j'ai essayé d'être plus proche d'un vrai algorithme. Alors la logique que j'ai considérée, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est un fragment du mu-calcul. Sinon, en gros, c'est un peu comme la logique modale du théorème de Heiziki-Tempere. Donc vous avez les mêmes types d'opérateurs dedans. Mais en plus, il y a la possibilité de calculer des plus petits points fixes. Donc c'est moins puissant que MSO, mais c'est plus puissant que la logique modale. Alors ça correspond à quoi du côté algorithmique? Ce sont des automates, cette fois-ci, asynchrones. Donc toujours, l'idée c'est d'avoir des machines à état fini, mais cette fois-ci, on se débarrasse de la condition du temps de calcul constant. Donc chacun peut calculer autant qu'il veut. Donc ça, en fait, c'est un ingrédient supplémentaire. Mais par contre, on perd une autre chose qui était la synchronicité. Là, chacun fait ce qu'il veut, à son propre rythme, et on ne peut pas se fier au fait que les autres font le même travail en même temps. Voilà. Donc ça, c'était les deux choses que je voulais montrer de ma thèse. Et je veux juste finir par quelques perspectives, et en particulier parler de quoi ça sert. Alors, commençons par la partie plus pratique, plus appliquée. Donc on a des équivalences entre des classes de formules et des classes d'algorithmes distribués. Et ces équivalences, en fait, elles sont effectives. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait, en principe, développer un compilateur qui prend une formule logique et nous la traduit en un algorithme distribué. Et ça pourrait être assez sympa parce que souvent, c'est plus facile de décrire ce qu'on veut, décrire une propriété d'un graphe qui nous intéresse, que de vraiment développer l'algorithme qui va être capable de la vérifier.
ça serait une manière d'automatiser ça. Et puis du côté plus théorique, j'ai un peu l'espoir que ça serait une manière de s'approcher d'une forme de théorie de la complexité pour le calcul distribué. Alors pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs raisons. Déjà, un peu comme un produit secondaire, le fait d'établir ce genre d'équivalence, en fait, nous force à bien définir nos modèles de calcul. Parce que sinon, on ne pourrait pas les prouver équivalents à quoi que ce soit. Et souvent, en calcul distribué, en fait, on ne va pas jusque dans les plus petits détails des modèles parce qu'en général, ce n'est pas intéressant. En général, on s'intéresse à des notions algorithmiques et on ne veut pas savoir ce qui se passe exactement au niveau de la mémoire d'un des participants de l'algorithme. Mais là, on est forcé à le faire. Puis, comme pour le théorème de Feigin, ça permet un peu de montrer que quelque chose est naturel. Si on ne sait pas trop à quelle classe d'algorithme s'attaquer, si on trouve des classes qu'on peut aussi décrire avec des formules logiques, c'est un peu un indice qu'on a choisi la bonne classe, ou une bonne classe. Et puis finalement, je pense aussi que ça pourrait être utile pour un peu s'inspirer de la théorie de la complexité classique et de transférer peut-être pas nécessairement des résultats, mais du moins des idées qu'on a fait dans le calcul séquentiel à travers la logique vers le calcul distribué. En fait, la logique elle permet un peu de faire le pont entre les deux mondes. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie. Ça serait... Pour l'instant, je ne sais pas. Enfin, sûrement, on peut, d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas de réponse. Mais oui, ça serait certainement une des prochaines choses à faire. Peut-être il y a aussi le calcul probabiliste qui serait intéressant, surtout en distribué. Mais ça, c'est vraiment tout au début. Donc pour l'instant, je ne peux pas donner de réponse. Si.